Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission de Chroniques européennes, émission de radio consacrée à l'Union, à l'actualité européenne et enregistrée au Parlement ici à Bruxelles. On reçoit aujourd'hui Manon Aubry, eurodéputée française, élue sur les listes du parti La France Insoumise pour évoquer les priorités du groupe Gauche Unitaire Européenne au Parlement européen et notamment les questions de justice fiscale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Manon Aubry, vous avez 29 ans, mais je le disais, une carrière déjà riche derrière vous. Vous avez notamment travaillé plusieurs années dans le secteur associatif, dans le secteur humanitaire, auprès de Médecins du Monde, au Libéria. Vous avez aussi travaillé pendant près de 2 ans en République démocratique du Congo, notamment sur les questions de violation des droits humains par les entreprises minières. Et avant d'être élu cette année, vous avez été porte-parole de l'ONG bien connue Oxfam France, sur les questions de lutte contre l'évasion fiscale et les inégalités sociales. Vous avez écrit d'ailleurs plusieurs rapports sur ce sujet des inégalités et le partage des richesses au sein des grandes entreprises notamment. Alors vous avez été élue coprésidente du groupe Gauche Unitaire. Quelles sont vos priorités actuelles et s'il n'y avait qu'un ou deux aspects sur lesquels vous souhaiteriez que cette législature fasse avancer les droits des citoyens, quels seraient-ils ? Je pense qu'aujourd'hui, on fait face à deux urgences qui font un peu les deux jambes et la structure de notre groupe de la gauche unitaire européenne, que sont d'une part la lutte contre les inégalités et d'autre part la lutte contre le changement climatique. Les deux étant intimement liés, parce qu'aujourd'hui, ceux qui polluent le plus sont les plus riches, et à l'inverse, ceux qui subissent le plus l'impact du changement climatique sont les plus pauvres, et qu'on ne viendra pas à bout du changement climatique si on ne s'attaque pas non plus aux inégalités. Et pour ça, il faut assumer, et c'est la position un peu unique qu'a notre groupe de la gauche unitaire européenne ici au Parlement européen, à la fois de remettre en cause le fonctionnement institutionnel européen à l'heure actuelle, qui impose des contraintes financières notamment et qui empêche précisément d'investir dans les énergies renouvelables, d'investir pour lutter contre le changement climatique. Et la deuxième spécificité de notre groupe, je le dis d'autant plus que c'est mon ADN et vous l'avez rappelé en venant du secteur associatif, c'est d'avoir un pied dans le Parlement, mais un pied en dehors du Parlement. En à peine 6 mois ici, j'ai le sentiment que quand vous mettez un pied ici, vous êtes happé par cette espèce d'immense tour d'ivoire. Et l'enjeu est comment on reste connecté aux mobilisations sociales qui, elles, demandent davantage de justice fiscale, justice sociale et d'action contre le changement climatique, que ce soit les gilets jaunes en France sur les questions de justice sociale ou les jeunes mobilisés pour le climat avec un mouvement qui est aujourd'hui planétaire et qui a des raisons d'exister. Et je pense qu'il faut qu'on s'appuie aujourd'hui sur la force de cette mobilisation sociale pour se faire entendre un maximum au sein des institutions. Alors vous l'avez dit, vous venez de le rappeler, je viens de la société civile, je militais comme activiste avant et je resterai élu une activiste, c'était sur France Inter. Vous associez aussi cette fonction à celle de lanceuse d'alerte. C'est quelque chose que vous assumez complètement, hein, malgré les ambivalences qu'on vous a reprochées. Hein. Ah oui, j'ai l'impression qu'à partir du moment où on est élu, on doit avoir des pantoufles confortables dans lesquelles on vient mettre ses pieds au Parlement européen. Et moi, j'assume pleinement d'être une députée activiste, quitte à bousculer les vieilles habitudes du Parlement européen. Et je pense que notre rôle est de porter cette voix des sans-voix, finalement, au niveau européen. Je vais vous donner des exemples précis. Par quoi on veut dire, qu'est-ce qu'on veut dire concrètement par lanceur d'alerte? C'est alerter sur ce qui se passe ici au Parlement européen. Par exemple, aujourd'hui, où on enregistre cette émission, a été validée en commission des affaires juridiques la candidature de Thierry Breton, le commissaire français à la Commission européenne. Et en l'espèce, sa candidature pose énormément de questions d'un point de vue éthique. Et nous, on a fait tout le travail sur le fond qui prouve notamment le conflit d'intérêts entre l'entreprise qu'il dirigeait, Atos, et son portefeuille en tant que commissaire. C'est la première fois dans l'histoire européenne où on a quelqu'un qui vient directement d'un PDG d'une grande entreprise européenne à un poste de commissaire européen. Sans aller ici dans le détail de l'ensemble des questions que cela pose, j'estime que notre rôle, c'est de lancer l'alerte. J'estime que notre rôle, c'est de lancer l'alerte aussi au moment de la négociation d'accords de libre-échange et autres, et de porter cette voix citoyenne qui
qui manque terriblement de relais, je trouve, dans les institutions européennes. Et j'en sais quelque chose pour avoir passé des années à essayer d'influencer ces institutions européennes avec ma casquette associative. Et cette question de la nomination de Thierry Breton qui a été validée, selon vous, elle posait encore plus de questions que la nomination de Sylvie Goulard qui a été récemment retoquée? Elle est d'un ordre différent, mais dans les deux cas, on s'interroge sur leur indépendance à agir. Dans le cas de Sylvie Goulard, c'était notamment le fait qu'elle ait reçu plus de 10 000 € de rémunération de la part d'un think tank américain, en plus de ses indemnités d'élu. Moi, j'imagine même pas, en tant qu'élu maintenant, déjà d'avoir un salaire qui est bien trop élevé, mais en plus de recevoir le moindre centime de la part d'un acteur extérieur. Ça veut dire que votre intérêt à agir, vous répondez à des intérêts privés plutôt qu'à ceux qui vous ont élus, c'est-à-dire les citoyens. Dans le cas de Thierry Breton, on est dans le cadre d'un conflit d'intérêts qui n'est pas personnel, mais qui est lié à son entreprise, donc Atos, qui est le leader mondial sur les questions d'intelligence artificielle, de cybersécurité, sont les leaders dans ce qu'on appelle les supercalculateurs, qui sont forme d'ordinateurs super puissants, etc. Ils ont plus de 100 millions de contrats avec la Commission européenne, des subventions directes de la part de l'Union européenne. Thierry Breton vient de toucher plus de 40 millions d'euros par la vente de ses actions d'Atos. J'ai du mal à croire qu'une fois commissaire européen, Thierry Breton traitera Atos d'une manière équivalente aux autres entreprises européennes et qu'il ne favorisera pas les intérêts d'Atos. Et quand on fait le parallèle entre le portefeuille de commissaires européens au marché intérieur, au numérique, à l'espace, même à la défense, et là aussi Atos est active sur les questions de défense, et les missions d'Atos de l'autre côté, il y a clairement un parallélisme entre les deux qui font qu'aujourd'hui, on a de sérieux doutes sur sa capacité à agir de manière indépendante. Et j'insiste sur le fait que c'est un précédent. Ça ne s'est jamais passé dans l'histoire européenne qu'un PDG d'une grande entreprise soit nommé directement commissaire. C'est d'ailleurs bien pour ça qu'à l'inverse, il y a des règles qui existent à la sortie de la Commission européenne. Il y a une période de 2 ans minimum, qui s'impose aux commissaires européens avant qu'ils puissent exercer une fonction dans le secteur privé. Pourquoi aujourd'hui on considère normal à l'inverse que quelqu'un qui vient du secteur privé puisse directement assumer un rôle de régulation, publique, dit autrement et pour que ce soit bien compréhensible pour le grand public, parce que ces enjeux de cybersécurité, intelligence artificielle, ça paraît technique, pour remettre un équivalent, c'est comme si on avait nommé Monsanto commissaire à l'agriculture et sommé de légiférer en matière de régulation des pesticides, alors que c'est un des premiers producteurs de pesticides au monde. On est dans ce même ordre de grandeur de conflit d'intérêts aujourd'hui. Et pour être honnête, moi je sors de toute cette procédure d'examen des conflits d'intérêts un peu écœurée par le léger avec lequel les institutions européennes traitent la question éthique. Il ne faudra pas s'étonner que le divorce soit irrémédiable entre les citoyens européens et leurs institutions avec ce type d'action. Et cette légèreté, d'après vous, elle est due à quoi? C'est d'anciennes traditions qui se maintiennent ou... Parce que vous avez ici des gens qui s'entretiennent respectivement, qui font des allers-retours entre le secteur privé et le secteur public et qui sont institutionnalisés. Certains sont là depuis un certain moment aussi au Parlement européen et qu'aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt à véritablement remettre de l'éthique dans nos pratiques politiques au niveau européen parce que ça voudrait dire remettre tellement de choses en cause. L'exemple de Sylvie Goulard qui reçoit plus de 10 000 € de rémunération en plus de ces indemnités, il y a un exemple qui, malheureusement, n'est pas isolé au Parlement européen. Alors quand nous arrivons derrière en disant « le cas Sylvie Goulard doit faire école », vous, parlementaires européens, puisque vous avez refusé la candidature de Sylvie Goulard sur cette base, ce dont on se félicite, alors soyez cohérents et mettez en place des règles similaires pour l'ensemble des eurodéputés. Mais là, on va s'attaquer aux intérêts individuels de certains eurodéputés, dont certains sont très connus. Je pense à Guy Verhofstadt, qui fait partie de ceux qui reçoivent le plus de rémunération annexe, qui est Guy Verhofstadt, quand même un des leaders du groupe des libéraux, qui a été pressenti pour des postes très importants et qui est aujourd'hui président de la conférence des présidents de commission, donc qui a un rôle majeur au Parlement européen. Lui reçoit, j'ai plus le chiffre en tête, mais des milliers d'euros chaque mois de la part en rémunération annexe. Et je pense qu'aujourd'hui, tout ça sape la démocratie européenne. Et dans un temps où l'Union européenne ne va pas très bien, je crois que le Brexit l'illustre malheureusement,
c'est kamikaze de la part des institutions européennes et des eurodéputés de laisser faire ça. C'est peut-être aussi ma naïveté qui s'exprime d'arriver et de débarquer et de me dire mais non, mais c'est pas possible, ce ne sont pas ces règles qui peuvent s'imposer. Et en pratique, force est de constater que c'est le cas. Et c'est pour ça que nous, on va continuer à se battre dans les prochains mois pour la création d'une autorité indépendante d'examen des conflits d'intérêts qui serait dotée de suffisamment de temps, de moyens d'investigation, parce qu'il faut savoir qu'on n'a aucun moyen d'investigation, et évidemment d'indépendance, pour que ce contrôle soit fait avec sérieux et rigueur, ce qu'il a évidemment besoin. Et alors, au-delà de cette amélioration des contrôles, vous militez pour une refondation de l'Union européenne, avec notamment un changement des traités. Est-ce que ça vous paraît quand même réellement jouable, réellement envisageable, quand on se rappelle les derniers traités, avec ô combien ça a été mis en place de façon laborieuse? Et en même temps, quand il a fallu imposer les traités, ils ont su le faire. Je vous rappelle que, en tant que Française, on en sait quelque chose, parce qu'on a voté à 55% pour le non, donc contre le traité constitutionnel européen en 2005. Et vraisemblablement, la France et l'Union européenne ont pris ça pour un oui, puisque ce traité a été imposé par la suite. Donc quand il s'agit d'imposer des mesures libérales, des mesures d'austérité budgétaire, des mesures de libre-échange, ils savent les imposer. Mais quand il s'agit d'écouter la soif populaire en matière d'action contre le changement climatique, de protectionnisme solidaire, de lutte contre les inégalités, là, vraisemblablement, il n'y a plus personne. Donc, quand il y a de la volonté politique, pour répondre à votre question, évidemment, on peut le faire. Maintenant, la question est comment on le fait et qu'est-ce qu'on met dedans. Nous plaidons depuis le début pour, vous l'avez dit, une refonte en profondeur, pour changer en fait aujourd'hui les piliers de l'Union européenne qui sont littéralement le libre-échange. On a constitué l'Union européenne pour faire circuler des produits et des marchandises sans y apporter les règles de protection sociale, environnementale et fiscale qui vont avec. Résultat, l'Union européenne est devenue un espace de compétition de tous contre tous où les 27 ou 28 États membres se font la compétition en matière fiscale. C'est à celui qui va imposer le moins les entreprises, notamment à cause de paradis fiscaux comme l'Irlande, etc. Mais résultat, c'est nous tous qui en payons la note parce qu'au final, votre TVA, à vous et à moi, elle est plus facile à augmenter. Donc c'est la TVA qui augmente. Les États se font de la compétition en matière sociale, où là, pareil, tout le monde se tire la bourre. On l'a vu notamment avec le statut de travailleur détaché, où on permet à un État, à une entreprise d'embaucher des travailleurs dans un pays, mais de payer la protection sociale dans un autre pays. Résultat, certains États membres veulent attirer sur leur sol ces entreprises-là et donc sabrent complètement la protection sociale. Bref, on voit qu'aujourd'hui, les États se font concurrence les uns envers les autres. Et moi, ma vision de l'Union européenne, elle est tout autre. Elle est, et je tiens à le dire parce que souvent on nous traite d'eurosceptiques, etc. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui détruisent l'Union européenne et l'idée de coopération européenne sont ceux aujourd'hui qui sont à la manette, qui mettent en place ces politiques d'austérité, ces politiques libérales et ces politiques qui détruisent la planète. Si on veut refonder l'Union européenne, nous, on assume ce tournant radical qui propose de nouvelles bases, qui propose par exemple un protectionnisme solidaire avec une taxation aux frontières qui prend en compte le coût écologique des produits qui arrivent dans l'Union européenne, le coût social des produits qui arrivent dans l'Union européenne, qu'on mette en place des droits sociaux minimum garantis au niveau européen avec un salaire minimum européen, qu'on mette en place un taux d'imposition commun et harmonisé sur les sociétés. Voilà à quoi devrait servir l'idée européenne. Non, à la place de ça, ils ont préféré se faire la guerre de tous contre tous. Et comment le faire avec les partis de droite, parfois de droite extrême, qui semblent avoir le vent en poupe? On l'a encore vu en Espagne très récemment. C'est compliqué, vous avez raison, l'état des forces politiques aujourd'hui est difficile. Alors d'abord, on a une première opportunité immédiate avec ce qu'a annoncé Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, sur la conférence sur le futur de l'Union européenne, qui est officiellement un cadre de réforme des institutions européennes dans lequel nous défendrons ces réformes institutionnelles pour pas qu'elles se limitent à des listes transnationales. Pour le moment, c'est ça qui nous propose, mais qu'on ait un véritable, qu'on mette sur la table un droit d'initiative des parlementaires européens et une révision des règles d'austérité, la fameuse règle des 3% de déficit, etc., etc. Donc je vois ça comme première opportunité. Ensuite,
Et nous, c'est pour ça qu'on a toujours défendu cette solution avec ma casquette française. On pense que certains États membres comme la France ont un rôle moteur à jouer. La France, c'est la deuxième économie européenne. Elle joue un rôle majeur. Et si nous arrivions au pouvoir en France, nous, notre idée, notre ambition est de dire si on arrive au pouvoir en France, c'est sur un programme de lutte contre les inégalités et contre le changement climatique. Or, pour réaliser ce programme, il faut assumer de ne pas respecter un certain nombre de règles européennes et en assumer les conséquences et provoquer ce rapport de force qui est dans le cas français assez important au vu du poids de la France, qui permet de créer cette crise institutionnelle qui amènerait à ce changement institutionnel. Et à partir du moment où vous avez la légitimité populaire de le faire, c'est-à-dire issue des urnes et d'un soutien populaire, alors on pourrait provoquer cet électrochoc. Je pense qu'aujourd'hui, l'Union européenne a besoin d'un électrochoc. Sinon, vraiment, pour être honnête, je pense qu'elle va droit dans le mur toute seule. Et est-ce que cette refondation de l'Union européenne, elle passe notamment par le renforcement du Parlement? Vous dénoncez souvent sa faiblesse. Évidemment qu'elle passe par le renforcement du Parlement européen pour que les gens comprennent bien. L'Union européenne, ce sont 3 institutions européennes. Le Parlement européen, avec nous, qui sommes élus directement par les peuples européens, la Commission européenne, élue par personne, connue par personne. Personne ne connaît la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Personne n'a voté pour elle au moment des élections européennes. Et pourtant, ils sont seuls à avoir le pouvoir d'initier des directives européennes. En d'autres termes, il n'y a aucune démocratie dans le monde dans laquelle les lois ne peuvent pas être initiées par les élus du peuple. C'est quand même un fondement démocratique qui, à mon sens, est bafoué et qui semble une évidence. Et ensuite, on a le Conseil de l'Union européenne, qui est le Conseil européen, qui réunit donc les 28 États membres, les exécutifs, où là, il n'y a aucune transparence sur les décisions. Donc, on voit bien la difficulté entre ces 3 institutions-là. Et donc, évidemment, il y a un déséquilibre déjà où le Parlement, c'est uniquement 1 sur 3 directement élu. Et en plus de cela, le poids du Parlement est relativement faible vis-à-vis des 2 autres institutions. Donc il est important et primordial non seulement que le Parlement européen puisse avoir un pouvoir, un droit d'initiative et donc puisse initier des directives européennes, des régulations européennes, mais qu'en plus, le Parlement européen puisse avoir un contrôle sur la Commission européenne, c'est-à-dire puisse contrôler son action comme un Parlement contrôle l'action d'un gouvernement dans n'importe laquelle des démocraties au monde. Alors je voudrais parler, si vous voulez bien, un peu de justice fiscale. Vous étiez très impliqué dans votre ancienne vie d'activiste associative sur ces questions-là. Et toujours, pardon. Là maintenant, en tant qu'eurodéputé, de quels moyens disposez-vous et sur quel levier souhaiteriez-vous appuyer pour avancer sur ce thème ? Alors, il y a énormément de leviers sur lesquels agir. Un premier qui est un dossier qui n'est toujours pas clos de la mandature précédente, c'est ce qu'on appelle dans le jargon reporting pays par pays public. Dit plus clairement et plus facilement, c'est la transparence fiscale. L'objectif, c'est d'imposer la transparence aux entreprises multinationales pour qu'on connaisse et qu'elles publient leur activité dans chacun des États dans lesquels elles sont présentes et à la fois leur impôt payé. Donc concrètement, on peut savoir ce que Apple, Amazon ou autres font dans chaque État et savoir si ces entreprises payent leur juste part d'impôts. Vous allez me dire, c'est une évidence, c'est le b.a.-ba, sauf qu'on ne l'a toujours pas. Et aujourd'hui, cette directive, malgré un vote du Parlement européen il y a plus de 2 ans, est bloquée au niveau du Conseil. Tiens, on retrouve les autres institutions européennes sans qu'on puisse avoir la moindre idée de l'avancée des débats. Et on sait qu'à l'heure actuelle, volontairement, cette question est bloquée par certains États membres. Ça, c'est une première étape qui est fondamentale. Il faut d'abord faire la lumière sur ce qui se passe. Ensuite, pour moi, pour s'attaquer à l'évasion fiscale, il faut un peu imaginer un train. Et dans ce train-là, on a la locomotive qui est celle qui tire tous les autres wagons. La locomotive, ce sont les paradis fiscaux. Ce sont les États au sein et à l'extérieur de l'Union européenne qui offrent des avantages fiscaux et qui attirent sur leur sol les entreprises multinationales qui font leur marché et qui veulent payer le moins d'impôts possible, cette fameuse compétition dont je parlais juste avant. Et aujourd'hui, on a une liste européenne de paradis fiscaux qui n'est absolument pas crédible, qui s'est vidée petit à petit de son contenu et qui comporte plus que quelques États, qui a eu des États comme la Mongolie qui n'avaient rien à faire là et pas les îles Caïmans qui ont pourtant un taux d'imposition 0 sur les sociétés et qui doit s'attaquer véritablement aux paradis fiscaux européens qui sont aujourd'hui le fléau en matière fiscale puisqu'on a à nos portes ces États qui font du dumping fiscal. Je pense évidemment à l'Irlande, mais aussi au Luxembourg, aux Pays-Bas, etc.
Donc, s'attaquer aux paradis fiscaux, européens notamment, et s'attaquer aux pratiques fiscales dommageables. Ensuite, si on prend les autres wagons du train, et pour tourner les choses de manière positive et couper l'herbe sous le pied des grandes entreprises multinationales, parmi les priorités qu'on doit se fixer, pour moi, c'est d'avancer vers une harmonisation fiscale dont je parlais tout à l'heure. Il y a un projet au niveau européen qu'on appelle un peu barbare, son nom, c'est l'assiette commune consolidée sur l'impôt sur les sociétés. Le concept est simple, c'est d'avoir des règles communes d'imposition des entreprises qui ne tiennent plus compte seulement de leurs bénéfices déclarés mais de leur activité économique réelle, de telle manière à les imposer à leur juste valeur et à leur juste niveau d'activité dans chaque État membre. C'est complètement faisable techniquement, ce n'est pas tant une révolution que ça, mais c'est changer les modalités de prélèvement, je dirais, de l'impôt sur les sociétés en Europe. Ce serait une révolution en revanche en matière de justice fiscale, puisque ça veut dire enrayer la fuite vers le bas, la course à la concurrence fiscale qui est engagée au niveau européen. Voilà vers quoi devrait avancer l'Union européenne, mais là on retouche à un autre enjeu institutionnel, c'est qu'en la matière, pour qu'une décision soit prise, il faut l'unanimité des États membres. Et c'est aussi pour ça que nous sommes pour un changement des règles institutionnelles. Précisément, là, on voit concrètement un point de blocage. Ça veut dire que pour s'attaquer aux paradis fiscaux, il faut l'accord de paradis fiscaux, comme l'Irlande et Luxembourg, et on voit là tout le problème. Et alors, vous le disiez tout à l'heure, la lutte contre les inégalités, elle va de pair avec la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a justement la Commission européenne qui a lancé un Green Deal. Qu'est-ce que vous reprenez là-dedans et qu'est-ce que vous jetez ? Pour le moment, on n'a pas le plan précis encore. Frans Timmermans, qui est le commissaire en charge de ce dossier, doit présenter dans les 100 premiers jours de la Commission européenne, si cette commission est validée à un moment ou à un autre, un plan. Moi, je constate déjà que dans le titre, alors que Green Deal est à la mode et le Green New Deal est à la mode, bizarrement, on ne trouve pas le mot « new », donc « nouveau ». Ma crainte, c'est qu'on utilise des anciennes recettes pour faire du climat, ce qui est la tendance actuelle de ces dernières années. Concrètement, il y a un problème, ce qui a été fait ces dernières années, il y a un problème climatique. Tiens, on va faire un marché carbone, comme ça, il y a un problème. Qu'est-ce que ça fait faire de mieux les libéraux ? C'est recréer un marché sur lequel on s'échange des droits, sans remettre en cause fondamentalement notre système économique qui est aujourd'hui producteur de ce changement climatique. Donc ça veut dire repenser complètement et fondamentalement la politique européenne et la mettre en cohérence. Ça veut dire mettre un terme aux accords de libre-échange pour cesser ce grand déménagement du monde. Ça n'a aucun sens de faire venir du lait de Nouvelle-Zélande, par exemple, quand du lait est produit partout dans l'Union européenne. Ça veut dire avoir un grand plan d'investissement dans les énergies renouvelables et pour cela, mettre à profit la politique monétaire, qui est un autre problème institutionnel complètement indépendant du politique. Ça veut dire qu'on ne peut pas convoquer cette politique monétaire au service du climat et de la lutte contre les inégalités. Voilà des exemples concrets dont on devrait se saisir et qui nécessitent de l'ambition politique. Et malheureusement, de ce que j'en ai vu pour le moment, il y a de fortes chances qu'on fasse du neuf avec de l'ancien et probablement un peu de greenwashing. Alors, vous avez reproché aux institutions d'utiliser les anciennes recettes. À vous, on vous a reproché d'en utiliser peut-être de trop nouvelles. Vous avez favorisé, vous avez incité les activistes d'Extinction Rebellion à occuper le Parlement européen. Ça vous a été sévèrement reproché. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Vous assumez ? Bien sûr, j'assume. Et si vous voulez, on est aujourd'hui dans des institutions tellement sclérosées et tellement déconnectées de la réalité qu'ils ne se rendent même pas compte de la faute politique qu'ils sont en train de commettre. Concrètement, pour inviter des désobéissants civils, des jeunes militants pour le climat au Parlement européen, ce serait problématique. En revanche, aucun problème dans les règles du Parlement européen pour recevoir de l'argent de la part de lobbies privés climato-sceptiques qui vous disent que le changement climatique n'est pas une réalité. C'est ça aujourd'hui la démocratie européenne. Donc c'est vrai que ça me met hors de moi de voir ce deux poids, deux mesures. Et je pense que le Parlement européen ferait mieux d'être à l'écoute de ces jeunes mobilisés partout en France, en Europe et dans le monde pour sauver le climat et qui disent écoutez, combien de manifs, combien d'alertes, combien de rapports scientifiques il y a eu qui, précisément, sonnent l'alerte sur le changement climatique. Des milliers. Et je suis bien placée pour savoir, en venant du secteur associatif. Et qu'aujourd'hui, des jeunes
Et il faut savoir de quoi on parle. J'ai jamais appelé à faire un coup d'État au Parlement européen. La désobéissance civile, on parle de jeunes qui ont décroché des portraits de Macron en France, qui s'allongent dans des centres commerciaux, qui ne sont pas des factieux, ne sont pas des gens qui font des coups d'État, mais qui utilisent des méthodes de désobéissance pour alerter sur un sujet. Et la preuve que ça marche, c'est qu'on en parle et c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc moi, je serai toujours du côté de ceux qui militent, alertent contre le changement climatique. Et j'insiste, leurs méthodes sont non violentes. Et c'est... Peut-être faudra faire au président du Parlement européen un petit cours d'histoire sur la désobéissance civile et le rôle qu'a joué la désobéissance civile dans le passé pour gagner de nombreux droits, que ce soit le droit de vote des femmes qui ont marché sur le Parlement britannique, on se souvient des suffragettes, que ce soit le droit à l'IVG. Et moi, j'ai envie de m'inscrire de ce côté-là de l'histoire, à eux de choisir. Eh bien, merci Manon Aubry d'être venue partager votre lecture de ces premiers mois au Parlement européen. Vous pourrez réécouter cette émission sur le site de Radio, radio.fr. Merci à Anouk Durocher et Colin Ronbeck qui m'ont aidé à préparer cette émission, ainsi qu'aux équipes techniques du Parlement. Merci de votre écoute et à très bientôt pour de nouvelles chroniques européennes. Merci. Merci.